vais mettre mes écouteurs, ce sera plus commode, pour pas déranger mes colocs. Ah ouais. Bonjour à tous et à toutes. Pour la dernière conférence de notre cycle, c'est un cycle qui a été initié dans le cadre de l'action cinéma et jeux vidéo menée par l'association de la suite dans les images, une action qui est soutenue par la DRAC, qui a vocation, toujours, c'est toujours en cours, de concrétiser des projets culturels autour du jeu vidéo chez les exploitants de salles de cinéma et notamment dans la région des Hauts-de-France. Et on a fait toute une série de conférences sur les aspects politiques et sociaux du jeu vidéo. Et on voulait finir par quelque chose qui sorte un petit peu au-delà de ces thématiques, qui se recoupent en fait sur pas mal de productions, aller chercher ailleurs, en tout cas en dehors de nos frontières. Et c'est pour ça qu'on avait pensé à David et à ce panorama du jeu vidéo suisse. Super, merci beaucoup. Merci Alexandre pour l'invitation. Alors, je vais lancer ma présentation en PDF. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous parler ici ce matin. Un immense merci évidemment à Alexandre et puis à Mehdi pour l'invitation, pour avoir pensé à moi, pour m'avoir permis aussi de me replonger aussi un petit peu là-dedans, puis aussi de réfléchir aussi à penser une présentation qui soit en partie adaptée quand même aux objectifs de ce programme que je trouve vraiment passionnant. Vous allez le voir, je me suis laissé un peu emporter dans le début de ma présentation dans l'idée d'essayer de réfléchir aussi à moi, quel a été mon parcours pour justement essayer de penser l'introduction du jeu vidéo dans des nouveaux espaces de médiation, ou pas comme par exemple les salles de cinéma, mais aussi ailleurs. Donc j'ai essayé de faire une présentation qui va mélanger à la fois effectivement cette découverte, ce panorama, hein, évidemment le but n'est pas de couvrir le jeu vidéo suisse ou le jeu vidéo en Suisse, mais voilà, de prendre ça un petit peu comme base, et pour justement parler non seulement évidemment des objets, mais aussi vraiment de venir vers vous, d'aller aussi dans votre direction en tant qu'exploitant de salle ou distributeur ou autre, pour justement ouvrir à une réflexion autour des possibilités de venir justement amener le jeu vidéo dans ces espaces de médiation. Donc voilà, panorama du jeu vidéo suisse, c'est le titre, mais bon, voilà, je débarque un petit peu ici, donc je pense que c'est quand même toujours bien d'ouvrir sur une présentation quand même de qui je suis. Donc David Javet, j'ai fait des différentes slides en fait pour me présenter, qui à chaque fois représentent, disons, certains de mes chapeaux, parce que je suis un peu connu pour en fait justement mélanger pas mal de chapeaux différents, ou je dirais plutôt je prends plaisir en fait à être le plus pluridisciplinaire possible et puis à mélanger en fait énormément de pratiques ou d'activités différentes. Ma principale, et ce qui fait qu'à mon avis prioritairement je viens vous parler, c'est la dimension académique de mon parcours, qui m'a amené au fil de l'écriture de mon travail de thèse, à cofonder avec 4 autres collègues, puis une 5e qui est venue nous rejoindre, Loïs Bila, le Game Lab Unil et PFL, qui est un groupe d'études sur le jeu vidéo du campus universitaire lausannois, donc je vous parle ici depuis Lausanne en Suisse, pas très loin de la cathédrale d'ailleurs, et puis qui est donc en fait vraiment, l'idée c'était vraiment de créer une brand, de créer un label, enfin de créer vraiment un groupe d'études, un regroupement, pour définitivement installer l'idée, en tout cas dans cette université, que le jeu vidéo, évidemment, mérite à être étudié au niveau académique. Et puis aussi, il y avait des demandes assez importantes des étudiantes et des étudiants, que ce soit en sciences du langage et de l'information ou en section d'histoire esthétique du cinéma, là, la section où je suis affilié, d'analyser ces objets, ou en tout cas de les aborder. Et donc, ça a fait qu'à travers donc cette création, j'ai pu, avec mes collègues, mettre en place tout un programme, notamment de cours publics, comme vous pouvez voir ici, hein, à la fois des colloques universitaires, mais aussi vraiment une communication tournée vers le grand public. Corps sportif et jeux vidéo, qui s'est fait dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse, des présentations autour de Assassin's Creed Origins avec des égyptologues qui sont venus nous parler, et puis aussi, c'est un peu ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, aussi des différents cours en fait chapitrés en fait autour de l'histoire du jeu vidéo suisse, ou l'histoire du jeu vidéo en Suisse, où là on a eu l'occasion d'inviter notamment des développeurs et des développeuses
qui n'avaient pas eu l'occasion d'ailleurs de parler de leur travail, qui sont des gens qui ont travaillé dans les années 80, 80. Je vais à chaque fois, on verra. Si des fois vous entendez 80 ou 90 ou 70, ma foi, tolérez-moi, mais je vais essayer effectivement de dire 80, 70 et autres. Et puis, et voilà, et donc ça fait aussi que en parallèle, donc je vous ai parlé de ma thèse de doctorat, j'ai un parcours qui est aussi assez disparate où j'ai écrit deux mémoires de recherche, un premier sur l'écrivain américain de science-fiction, littérature de l'étrange Lovecraft, un deuxième qui s'intéresse au discours des diplomates dans le Japon du 21e siècle, donc complètement ailleurs, un mémoire que j'ai écrit justement pendant je vois que Thierry Laurent tolère 90, très bien, donc ça va. Donc un mémoire qui a été écrit au Japon pendant la période aussi du drame nucléaire de Fukushima. J'ai eu une activité donc qui s'est partagée entre notamment un travail en collaboration avec la Maison d'Ailleurs, que je vous ai mis en bas à gauche, qui est un musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains, donc pas loin de Lausanne, qui est un des rares musées européens qui a vraiment un focus sur la science-fiction, qu'elle soit évidemment littéraire, cinématographique, et puis maintenant vidéoludique. Donc en collaboration avec eux, j'ai pas mal travaillé. Et puis j'ai aussi vécu pendant ma vie environ 6 ans en tout au Japon. Donc j'ai aussi une spécialisation en études japonaises. Et j'ai combiné ces deux aspects dans ma thèse de doctorat. Euh, qui traite donc de la science-fiction dans les... Alors, on ne le voit pas très bien, hein, mais qui traite de la science-fiction dans les productions médiatiques japonaises. Donc, je m'intéresse surtout aux imaginaires du désastre. Donc, il y a beaucoup de Godzilla dans ma thèse. C'est quand même très orienté cinéma plus que jeux vidéo. Et je viens de la rendre. Je l'ai déposée d'ailleurs à la bibliothèque hier. Donc, vous voyez que c'est tout frais. Voilà pour mon parcours, pour le côté un petit peu académique. Même si on aura l'occasion de revenir sur d'autres de mes activités académiques, j'ai aussi un profil, on va dire, artistique, c'est-à-dire que je suis aussi game designer et narrative designer, donc je crée aussi des jeux vidéo. Là, je vous ai mis 2-3 exemples, notamment celui au centre, qui vient d'être validé par Brajlon, qui est un éditeur que vous connaissez peut-être, un éditeur français de fantasy, science-fiction, qui est un petit prototype de jeu qu'on a fait pour mettre en scène. Donc, c'est un jeu de cartes numériques, Le Paris des Merveilles, qui est une trilogie de livres de Pierre Pével. Il y a aussi des bandes dessinées qui sont sorties récemment, qui se passent dans un Paris des années 10. C'est un peu le mélange entre Arsène Lupin et Harry Potter, on va dire, mais pour être quand même très réducteur. Mais voilà, donc une activité aussi à ce niveau-là qui me donne aussi évidemment une perspective qui vient principalement aussi du côté évidemment de la création du jeu vidéo, des logiques de contraintes techniques. Qu'est-ce que ça implique évidemment aussi de penser le jeu, ses usages et autres. Et puis une dimension événementielle sur laquelle je vais m'attarder un peu plus parce qu'elle me semble intéressante dans le cadre de cette présentation, qui m'a amené notamment à organiser des game jams. Donc c'est des événements de création de jeux vidéo dans des temps très courts. J'ai aussi créé un podcast, enfin plutôt je modère un podcast qui s'appelle Tartine Mécanique, où on donne la parole à des game designers et game designeuses pour vraiment rentrer dans le détail de la conception d'un jeu. Et puis, j'ai pu participer, là vous avez une photo en bas à gauche, à notamment la curation, ou disons la mise en place de certaines expositions autour du jeu vidéo suisse, ici notamment au Zurich Game Festival, Ludicious, qui est un festival qu'on vient de perdre en partie à cause de la situation actuelle. Et puis, donc, je suis aussi co-organisateur, mais aussi co-gestionnaire des rencontres mensuelles de développeurs et de développeuses dans la région où je suis, donc il y a la région de Suisse romande, donc en fait la région de Suisse où on parle français, et donc voilà, qui est un événement en fait de rassemblement mensuel, d'échange de savoir-faire, de partage de savoir-faire entre les développeurs et les développeuses. Et donc ça, c'est toute une dimension qui me touche aussi beaucoup à cœur, c'est aussi de trouver des moyens de donner de la parole, évidemment, à la création locale, mais aussi, évidemment, aux artistes locaux. Donc, je réfléchis aussi toujours à des manières de mobiliser, et ça me semble particulièrement important aussi dans certains de ces événements, de mobiliser cette parole aussi, puisque ces personnes-là sont à disposition,
sont facilement contactables et sont facilement, évidemment, invitables. Je ne sais pas si invitable se dit, mais en tout cas, je l'utilise ici. Donc, voilà pour la dimension événementielle. Maintenant, d'un côté beaucoup plus intime, donc je m'appelle David Javet, mais mon véritable nom complet, c'est pour vous donner aussi un petit peu une idée de comment l'action qui est menée ici ou ce programme qui est mené ici me touche en particulier. Donc, mon nom court, c'est David Javet, mais mon nom complet, c'est-à-dire dans son intégralité, c'est David Walk Ethan Javet. Donc, j'ai un deuxième prénom et un troisième prénom. Et puis, mes parents, bon, qui m'ont donné ces noms, alors peut-être vous pouvez le deviner, même si c'est assez spécifique. Alors la plupart du temps, quand je dis que mon deuxième nom c'est Wark ou Walk, la plupart des gens font pas vraiment le lien. En réalité, ça vient, peut-être vous le savez, de David Walk Griffiths, qui est donc le réalisateur de Naissance d'une Nation, Birth of a Nation, un des premiers longs métrages de l'histoire du cinéma. Et puis, Ethan vient du personnage de Ethan Edwards, qui est interprété par John Wayne dans The Searchers, film de 1956, La prisonnière du désert. Donc ça, c'est pour vous donner quand même un petit peu une idée aussi de mon parcours, de la famille d'où je viens, une famille de cinéphiles qui, voilà, assez foufou. Hein. Enfin, je dois avouer qu'ils ont quand même dû passer à l'hôtel de ville avec des bouquins de cinéma pour pouvoir justifier quand même de me donner ces prénoms, en tout cas à l'époque. Et puis, ça se prolonge aussi puisque mon père est programmateur au cinéma des Chalands, qui est en fait un cinéma du Nord vaudois, donc au nord de Lausanne, dans une ville, mais plutôt une ville, disons, campagnarde ou une ville de périphérie, qui est donc un cinéma plutôt destiné évidemment à la population locale, mais avec aussi évidemment toute une programmation et toutes des logiques évidemment de programmation, de passage au numérique, de projectionnistes et autres. Donc j'ai aussi un peu été élevé au biberon, disons, de cette salle. J'ai pu voir des films depuis la cabine de projection. Enfin voilà, il y a toutes ces problématiques liées évidemment à l'utilisation des salles, à la distribution et autres. C'est des choses aussi qui m'ont habité en fait depuis que je suis tout petit, puis qui participent évidemment aussi à mes réflexions, aux discussions, et puis évidemment au partage que je peux avoir avec mes parents entre mon intérêt pour le jeu vidéo, mais aussi bien sûr pour le cinéma. Enfin, vous avez vu que j'ai fait ma thèse quand même en section d'histoire esthétique du cinéma, enfin, en tout cas peut-être vous l'avez deviné. Et donc aussi réfléchir aussi un petit peu à ces passerelles, tout en prenant en compte, ce qui est évidemment fondamental pour moi, le dispositif tout à fait particulier de la salle de cinéma, de la taille de l'écran et puis de l'expérience de jeu qui est possible ou pas. Donc en fait, la plupart des jeux dont je vais pouvoir éventuellement vous parler aussi par la suite donc de jeux suisses, ceux que je vais en tout cas mobiliser, sont des jeux qui sont aussi pensés pour être facilement intégrables dans un dispositif particulier, évidemment, d'écran de grande taille, de personnages dispersés, enfin de personnes, de spectateurs et de spectatrices dispersés dans la salle. Enfin vraiment de partir, hein, j'ai vraiment aussi une dynamique qui part aussi beaucoup quand même des contraintes spatiales et de l'expérience spectatorielle et qui, à partir de là, sélectionne le jeu ou construit justement la présentation. J'ai beaucoup moins tendance à partir du jeu et partir peut-être des intervenants. Et puis après, à partir de là, penser à un espace. J'aime partir vraiment de l'espace qui m'est mis à disposition, puis à partir de cet espace et des contraintes qu'il amène, de créer mon événement de médiation autour du jeu vidéo. C'est des réflexions qui sont notamment nées au Numérique Games Festival, qui est un festival où je m'occupe de la programmation jeux vidéo, qui est aussi à Yverdon, là où se trouve aussi ce musée donc, de la science-fiction dont je vous parlais avant, qui est donc un festival, comme vous pouvez le voir un petit peu là sur cette photo, où en fait, la nuit tombée, on allume des beamers à 20 000 lumens et on projette sur les façades du parc technologique Y-Park des images. Donc vraiment avec une dimension audiovisuelle assez forte. La plupart de ces projections sont soit effectivement des performances artistiques. Hein, on a beaucoup de digital painters qui dessinent en live et puis on voit petit à petit le dessin se construire. Mais l'objectif était aussi évidemment de réfléchir à comment mettre du jeu vidéo et jouer à du jeu vidéo directement sur ces façades. Alors, vous pouvez imaginer, bien entendu, la complexité que ça représente, puisque vous avez quand même les immeubles avec certaines fenêtres ou certains éléments parasites par rapport à l'image, le fait même, évidemment, que la lumière n'est pas parfaite. Enfin, voilà, il y a plein de problématiques que ça implique. Et donc, on ne peut pas juste prendre n'importe quel jeu qu'on aime bien
puis se dire c'est bon, on le branche sur le beamer et on le projette et ça sera une expérience parfaite pour les festivaliers et festivalières. Donc voilà, c'est né, enfin ça s'est construit au fil du festival chaque année de différentes réflexions pour essayer de trouver la meilleure manière effectivement de rendre ces jeux jouables avec comme contrainte à chaque fois de ne pas passer par un écran en dessous et donc de uniquement permettre aux gens de voir la projection, mais au contraire, s'ils ont réellement envie de jouer au jeu, ils doivent regarder l'écran qui est installé en dessous d'eux, mais réellement de permettre aux gens de jouer directement sur la projection. Et donc ça implique évidemment plein de choses aussi dans la sélection du jeu, dans le choix le choix qu'on va faire par rapport au jeu, par rapport notamment à la charge mentale qui est demandée aux gens qui observent, le nombre d'éléments qui apparaissent, la précision peut-être des choses qu'il va falloir voir. On est très rapidement frustré si on meurt sans comprendre pourquoi, ou on meurt en réalisant qu'en fait c'est le dispositif qui nous tue parce qu'on n'a pas été capable de voir le tir ou autre. Donc tout ça demande évidemment de l'anticipation. Et puis ça a fait que je me suis, alors ça c'est une installation d'un collectif belge en 2016. Puis après je me suis donné, disons comme objectif de travailler avec des développeurs et des développeuses de la région pour créer des jeux justement spécifiquement pensés pour de la projection sur façade, ce qui a pu donner notamment des jeux comme Window Bomber qui étaient projetés sur un immeuble plutôt allongé où l'idée c'était vraiment d'avoir une projection qui reproduit les fenêtres de l'immeuble et que le jeu soit là aussi jouable, intéressant à jouer. C'est une sorte de Tetris inversé où le but c'est de faire exploser des fenêtres sur une ligne et puis une fois qu'on a fait exploser toute la ligne, l'immeuble descend et en même temps il faut éviter les pots de fleurs qui nous tombent dessus. Et donc ça fonctionnait particulièrement bien, notamment par rapport au choix des couleurs, aux effets, les différents screen shakes et autres. Et donc vraiment les créateurs et créatrices avec qui j'ai travaillé pour mettre en place ces différents jeux ont dû prendre en compte le dispositif particulier de la projection et de la taille aussi, et évidemment de la lumière. Tout ça a dû être pris en compte évidemment en amont, et ça m'a fait, en tout cas dans mon parcours, ça m'a fait vraiment remarquer tous les détails auxquels il faut justement faire particulièrement attention quand il s'agit de transférer un objet vidéoludique dans un contexte radicalement différent. Et ça m'a fait notamment réaliser qu'il était extrêmement difficile dans une salle de cinéma, et j'ai pu le tester, de par exemple mobiliser des jeux avec des interfaces extrêmement complexes, où le regard doit se balader de gauche à droite très rapidement dans tous les sens, où très vite justement on a une charge mentale très 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 forte qui fait qu'au final on perd très vite le fil ou on se fatigue. Donc voilà pour le numéric games. Et puis encore un autre exemple qui est un exemple d'installation dont j'ai pu faire la direction artistique juste avant que le monde s'effondre, donc en janvier 2020. Donc à l'occasion des Jeux Olympiques de la jeunesse Lausanne 2020. Donc nous, heureusement, on n'a pas eu la situation Tokyo 2020. On l'a évité de justesse à un mois près. Et puis on m'a donné donc la direction artistique de ce que j'ai appelé l'espace Arlo, donc d'une zone que j'ai appelé donc le laboratoire du fair play numérique, une zone dans un musée en fait qui m'était intégralement donnée. Et puis on m'a donné la possibilité de tester, enfin en tout cas c'est l'objectif que je me suis donné, un maximum de dispositifs de médiation possibles, en tout cas de réfléchir à plein de formes différentes et d'inviter aussi les partenaires avec qui je travaillais à réellement repenser ou oser, disons, faire des choses un petit peu inhabituelles, puisqu'on est dans des Jeux Olympiques de la jeunesse. Pour moi, c'était fondamental d'amener aussi, de permettre de donner carte blanche à des étudiantes et à des étudiants de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ou de l'Université de Lausanne, enfin vraiment pour un petit peu se faire plaisir. Et donc voilà, évidemment, vous pouvez imaginer les écrans ou le dispositif écran beamer était extrêmement présent, parce que l'idée c'était de créer un laboratoire pour permettre la réflexion sur nos cultures numériques, mais aussi sur nos usages. Et donc là, l'idée c'est de vous donner juste 2-3 exemples pour peut-être aussi ouvrir avec vous la discussion sur justement tous ces différents dispositifs. Mon idée ici est, vous commencez à le deviner, de à la fois dans une deuxième partie de cette présentation vous donner le panorama du jeu vidéo suisse, ou en tout cas ces 2-3 éléments, mais aussi de vous donner aussi un petit peu que ce panorama, en fait, ils comprennent aussi la dimension créative aussi. Donc, dans quel contexte aussi on se trouve, ou quelles sont les différentes initiatives qui ont pu être créées, tissées, comment les créateurs et les créatrices, en fait,
construisent aussi leur réflexion. Et puis, il y a aussi tout un enjeu, évidemment, puisque là, on est quand même principalement dans une présentation qui va parler de l'histoire locale du jeu vidéo, donc dans une zone quand même très spécifique, la Suisse. Comment se joue aussi beaucoup de choses. Par la suite, je vais vous parler de la dimension politique, du soutien aux jeux vidéo suisses. Comment, évidemment, tout ça va de pair avec tous ces événements qui ont été mis en place pour évidemment légitimer l'objet jeu vidéo, le rendre accessible au grand public et permettre après aux politiques évidemment de mieux le comprendre, de mieux s'en emparer, de l'intégrer à leur agenda politique et évidemment d'amener après des soutiens financiers aux créateurs et créatrices pour améliorer la scène. Comme le texte le dit très bien sur le site cinémajeuxvideo.org, j'espère que je ne me trompe pas d'adresse, pas d'âge d'or, enfin, pas d'âge d'or en Suisse. On n'est pas du tout dans une situation similaire à la France où on peut réellement identifier un moment, un peu glorieuses années 90, où on a réellement un moment fédérateur, la construction d'une industrie qui va essaimer et autres, et une activité folle. En Suisse, on n'a pas quelque chose de similaire pour plein de raisons différentes dont je discute à mon avis volontiers, qui pourraient donner que des hypothèses évidemment, mais évidemment l'idée c'est de réussir à partir en tout cas de 2010 à réellement former cet âge d'or ou construire en tout cas cette industrie culturelle. Donc je reviens à cet espace Arlo et je vous donne ces 2-3 exemples. Donc ça très rapidement c'est une slide pour vous montrer qu'il y a eu différents let's play, ce qu'on appelle des let's play, donc des parties commentées, où là l'objectif ou l'enjeu plutôt c'était que systématiquement j'ai contacté des experts et des experts de l'université qui sont pas du tout spécialistes en jeux vidéo, qui sont plutôt spécialistes en sport ou en médiévalisme, mais vraiment l'idée, c'était de créer un dispositif où moi, j'actionnais le jeu et eux pouvaient parler librement de leurs recherches. Mais moi, ce qui va m'intéresser comme élément un peu laboratoire qui ont été mis en place, mais qui me semble intéressant, c'est notamment ce qu'ont proposé les étudiantes et les étudiants de l'EPFL, donc l'école polytechnique. C'est un événement qu'ils ont appelé Photographier les mondes numériques, où l'idée, c'était le temps d'une soirée. En fait, ils ont installé des stations de jeux, ce qu'on voit en bas à gauche, et puis ils ont sélectionné un certain nombre de jeux de déambulation dans des espaces 3D pour la plupart, de tout type, à la fois des blockbusters grand budget, mais aussi des œuvres beaucoup plus discrètes. Et puis en réalité, les gens se promenaient dans ces espaces et ils avaient accès à une logique de capture d'écran. Ils pouvaient à tout moment en fait s'arrêter, arrêter leur déambulation et prendre une photo, prendre une capture d'écran au moment où ça allait les intéresser. Et l'idée, c'est qu'à terme, je leur avais dit qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'est que toutes les photos qu'ils avaient prises lors de ces courtes déambulations de 2 heures, eh bien, qu'après, on les expose sur les murs de l'exposition, et donc que l'exposition vienne petit à petit justement se doter de leurs propositions. Et ça fait qu'évidemment, vous avez une déambulation dans les univers vidéoludiques qui ne sont plus du tout les mêmes. Vous avez tout à coup des objectifs qui sont plus évidemment des objectifs de performance, enfin de performance dans le sens optimisation, réussite, technicité, mais au contraire de prendre la plus belle photo ou de réussir à saisir le moment tout à coup de beauté, puisqu'on sait que par la suite, notre capture d'écran va être exposée. Et donc, on devient des sortes de photographes virtuels le temps de l'événement. Je trouvais ça évidemment particulièrement intéressant et ça a créé évidemment dans la salle une ambiance toute particulière que j'ai trouvé très intéressante, qui a permis justement de montrer comment il était possible justement de se réapproprier ces univers vidéoludiques pour en faire évidemment autre chose et puis pour proposer des expériences tout à fait particulières. On a aussi fait un événement qu'on a appelé le laboratoire de réécriture de jeux vidéo. Là, l'objectif, ça a été en fait de montrer en live, en l'espace de 45 minutes, la création d'un jeu vidéo, donc un casse-brique, un breakout, à travers le code. Donc moi, c'était un peu un des challenges que j'avais envie de mettre en scène. C'est-à-dire que sur l'écran, on voit réellement les lignes de code qui se construisent. Donc, on voit vraiment le jeu qui est en train d'être écrit par quelqu'un qui donc est en train de l'écrire. Et puis, à côté, on avait Isaac Pante, donc un de mes collègues du Game Lab, qui commentait
le jeu au moment où il était créé, donc qui expliquait, donc il y avait une sorte de didactique, disons, de la programmation de jeu, et puis de vraiment vivre le temps de la présentation, 45 minutes, 1 heure, la création donc de ce jeu, et puis après la possibilité pour le public d'interagir et de proposer par exemple des variantes. Alors c'est un casse-brique, hein, donc il s'agit d'un palais en bas de l'écran avec une balle qui se promène et puis qui détruit petit à petit les différentes briques sur l'écran. Et donc, les participants pouvaient proposer d'accélérer la balle, le mouvement du palais, de transformer peut-être les couleurs, la musique et autres, pour qu'aussi les spectateurs et spectatrices comprennent hein, les logiques derrière la création d'un jeu, mais aussi son équilibrage. Hein. Qu'est-ce qui se joue dans la création d'une expérience de jeu. Et puis enfin, dernière chose dont j'aimerais vous parler que je trouve assez intéressante, c'est que j'ai aussi fait créer un jeu intégralement pour l'exposition, qui est un jeu de bataille de boules de neige. Et puis là, la contrainte que j'avais donnée aux créateurs et créatrices du jeu, c'était que je voulais que l'intégralité, la totalité de tous leurs documents de travail soit exposée sur les murs. Et donc, on a imprimé tout le code, on a imprimé tous les sprites, enfin tous les éléments pixelisés, tous les éléments d'animation. On a même imprimé le texte de discussion entre les deux au moment parce que c'était un créateur et une créatrice où les deux interagissaient, commentaient et autres, pour vraiment rendre accessible tout le squelette, du jeu. Donc évidemment, c'est un jeu qui est minimaliste, hein, qui est simple, puisque l'idée c'est de le rendre aussi compréhensible. Mais il y a vraiment cette dimension didactique qui était pour moi très importante à mettre en avant et montrer vraiment ce qui se trouve évidemment derrière l'image, derrière les animations, derrière les logiques de jeu. Voilà, et puis dans une activité plus récente, pour continuer justement à jouer sur cette présence de l'écran, j'ai participé aussi en tant que consultant à la création de Boucle d'Or 2020, qui est une pièce de théâtre où là, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, mais ça sera peut-être plus clair après, le décor est composé par un écran en fond de scène. Donc, je travaille avec un metteur et une metteuse en scène, et puis donc un comédien et une comédienne. Le décor est composé par l'écran derrière, et puis l'idée, c'est une réinterprétation du conte de Boucle d'Or, pour en faire un dispositif en fait de réflexion autour du processus démocratique. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, on a écrit 16 fins différentes, 16 parcours différents dans le spectacle. Seulement 3 de ces parcours vont être expérimentés par les spectateurs et spectatrices. Là, vous voyez le moment justement du choix d'un embranchement, hein, où le public, qui dans le cas présent, Covid oblige, était une classe de scolaire, hein, c'est les seules représentations qu'on a pu faire, vote, à la manière peut-être du match d'impro d'ailleurs, vote pour l'embranchement qu'il veut, et la majorité gagne et dirige l'histoire dans telle ou telle direction. Ce qui donne une des 16 fins. Ici, on en voit une des fins possibles, mariage blanc ou chasse à l'ours, où le personnage de l'ours du conte Boucle d'Or, là, se fait tuer par Boucle d'Or, donc, puisque c'est un conte qui est très ouvert narrativement, puis très, très varié. Donc voilà, pour vous donner une idée, je suis vraiment dans des réflexions où j'essaye à la fois de venir aussi penser comment, au-delà du jeu vidéo, au-delà du simple objet jeu vidéo, mais on peut aussi appliquer des logiques de conception ludique dans d'autres champs artistiques, comme ici par exemple le théâtre, mais aussi ailleurs. Et donc c'est cette vision-là aussi que j'applique à la mise en place de mes événements de médiation scientifique et médiation culturelle, quand il va s'agir de réfléchir à OK, tel jeu vidéo, comment je peux lui faire le plus honneur pour le présenter de la meilleure des manières possibles. Voilà, c'était un très très long tour, je m'excuse, mais comme ça vous donne aussi un petit peu une idée de mon profil, un petit peu d'où je viens. Et puis, j'en viens maintenant donc au sujet qui va nous occuper, qui est donc ce panorama du jeu vidéo suisse, ou peut-être panorama du jeu vidéo en Suisse, puisque comme on va le voir, la délimitation par le national d'un objet culturel est évidemment toujours très difficile. Et donc, là aussi, pour revenir donc à ce lien entre cinéma et jeux vidéo qui nous occupe, petite anecdote, j'ai été effectivement lors de la préparation de cette présentation particulièrement
touché par le fait que, alors lors de la sortie d'un jeu vidéo suisse qui vient de sortir et qui fait un petit peu parler de lui, qui s'appelle Moondown, dont on parlera peut-être plus en détail par la suite, la presse internationale systématiquement en fait a mobilisé des éléments du cinéma, comme on le voit ici dans un article du Hollywood Reporter, des éléments du cinéma. Alors ici le nom de David Lynch. Pour parler ou pour voilà, communiquer autour du jeu. Qui est un jeu donc d'horreur, un peu folk horror. Là aussi, même chose, on a un autre article donc qui va nous dire que Moondown, donc qui est qui est le titre de ce jeu, donne enfin au jeu vidéo son propre Wicker Man. Donc Wicker Man, ce film d'horreur justement folklorique, assez connu justement des fans d'horreur. Et donc on va aller chercher. Alors c'est au final pas surprenant, hein, mais on va aller vraiment chercher le cinéma pour parler du jeu vidéo ou pour tout à coup justement donner un jalon, presque des jalons artistiques, hein, où il fallait ce moment-là où enfin un jeu vidéo reproduit l'expérience ou reproduit les discours ou reproduit peut-être la qualité justement de tel film. Donc au final, ces liens sont évidemment aussi présents quand on parle de jeux vidéo suisses, quand on parle de jeux vidéo en général. J'étais particulièrement marqué par le fait que voilà, ce qui est finalement mis en avant quand un jeu vidéo suisse comme Moondown sort, alors même qu'il se passe dans les Alpes, qu'il a plein de critères très très suisses, comme on va pouvoir le voir après, en fait on va plutôt passer par effectivement le langage du dialogue, hein, entre différents médias, d'un passage justement du cinéma au jeu vidéo, pour justement permettre aux gens de se rattacher, disons, au nouvel objet qui vient de sortir. Voilà, ça c'était un petit détour. Alors après, vraiment plus pragmatiquement, ce qu'on va faire aujourd'hui, ou ce que je me propose de faire, ou ce que j'ai fait en partie dans mon parcours académique.